Bonjour, c'est Laura Gamblin. Bienvenue dans Squash Web Magazine. Bonjour, bienvenue sur le numéro 3 de Squash Web Magazine. Donc au sommaire de ce numéro, tout d'abord Stéphane Brévard qui va nous faire sa traditionnelle rubrique sur la technique, il va nous parler des croisés. Ensuite, une nouvelle rubrique, c'est Célia Margot, une ancienne membre de l'équipe de France de squash, exilée en ce moment aux États-Unis, qui va nous faire part de son expérience de prof de squash. Donc c'est un premier numéro qui sera suivi d'autres dans le futur. Ensuite, Franck Dugas qui va nous parler de la tactique, comme d'habitude. Sa femme, Sophie Dugas, qui va aborder les étirements des mollets. Ensuite, bien évidemment, notre traditionnelle rubrique arbitrage. Suivi d'un portrait, et cette fois-ci c'est la jeune joueuse toute récente championne de France à Royan, Laura Gamblin, d'ailleurs médaille d'argent au championnat d'Europe par équipe il y a à peine 15 jours. Et pour finir, un petit bonus, c'est Nicole David, numéro 1 mondiale, qui va vous apprendre comment attaquer la balle à l'avant du court. Voilà, je vous souhaite un beau visionnage et rendez-vous au prochain numéro, le 4e. Bonjour, donc aujourd'hui sur le numéro 3 du Squash Web Magazine, on va vous présenter les croisés. Donc il y a 3 grandes familles sur les croisés longues, les croisés qu'on va qualifier de larges pour éviter les interceptions, et les croisés courtes pour attaquer l'adversaire quand on a créé un décalage à l'arrière. Donc aujourd'hui, avec moi pour les exercices et pour la démonstration, ça va être Guillaume Dauphine, membre de l'équipe de La Rochelle. Donc Guillaume, enchanté. Donc pour les croisées longues, l'objectif c'est d'avoir une cible derrière le carré de service. Ça oblige comme ça l'adversaire à aller vers la vitre arrière, donc à lui faire un vecteur de déplacement très important, ce qui nous permet après, suivant la qualité de notre balle ou la qualité de la balle de l'adversaire, de pouvoir l'agresser à l'avant du court beaucoup plus facilement et du coup d'avoir plus de temps. Donc avec Guillaume, là on a mis en place un oriflamme pour montrer l'éventuelle interception d'un joueur donc d'1m70, comme Guillaume à peu près, parce que sinon ça peut aller beaucoup plus loin. Et l'objectif donc de cet oriflamme, c'est de pousser le joueur qui travaille à faire une croisée large, donc une croisée qui va atteindre le latéral au niveau du carré de service, afin d'empêcher l'adversaire d'intercepter et donc de reculer vers l'arrière. La même chose en coup droit. Donc là avec Guillaume on travaille les croisées courtes, donc l'objectif est de prendre la balle le plus haut possible sur son rebond, avec une trajectoire de haut en bas, tout en avançant et en étant bien fléchi afin d'avoir la balle la plus courte possible et en minimisant les erreurs. Donc de la même façon, sur des balles rentrantes, donc type double mur, la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'il va falloir d'abord s'écarter de la balle pour après avancer avec le poids de corps, donc un transfert du poids de corps de l'arrière à l'avant, afin de toujours avoir cette qualité de croisée courte. Donc on vient de travailler les 3 familles de croisés. Donc l'objectif, si on n'a pas de pression d'adversaire, on peut faire une croisée longue, sans problème. Si on a une pression d'adversaire, on a peur de se faire intercepter, on va croiser large. Et si on veut mettre la pression à l'adversaire, on fait une croisée courte puisqu'on a profité d'un décalage vers l'arrière. Le Squash Club de La Ciotat vous propose des stages de squash cet été en août. Vous serez encadré par Cédric Cateau, qui est un entraîneur connu et reconnu dans le monde du squash. Titulaire du brevetat 2e degré, il possède 30 années d'expérience dans le squash de haut niveau. Pour plus d'informations sur les dates et les tarifs, vous pouvez le contacter au 06 29 38 34 01. Pour Squash Web Mag et à la demande de Nicolas Barbeau, je vais vous présenter ma vie de professeur de squash ici aux États-Unis. Ça fait donc maintenant un an et demi que j'ai déménagé sur Stamford. C'est une ville à 45 minutes de New York. Je travaille pour Kumail Mahmood, qui est un ancien professionnel qui jouait sur le circuit.
Et il gère donc un programme qui s'appelle FASP. FASP qui veut dire en anglais Finesse, Accuracy, Speed, Strength and Perception. Donc en français ça donne toucher, précision, vitesse, puissance et perception. C'est un programme qu'il gère dans 3 clubs. Le principal étant sur Stamford, là où j'habite en fait. Le deuxième étant à Norwalk et le troisième étant dans l'état de New York, à peu près 30 minutes. Donc voilà, donc on est 7 coachs à tourner sur ces 3 clubs. Moi je suis principalement à Stamford et au club de Sawmill qui est donc dans l'état de New York, où j'ai été promue manager depuis maintenant 3 mois et demi. Donc ça me donne des responsabilités supplémentaires et vraiment essayer de développer ce club qui est un club tout neuf de seulement 2 ans. Donc du boulot en plus qui donne des journées chargées, mais c'est vrai que c'est une super expérience et il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à créer, beaucoup de choses à développer. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui me tient à cœur et c'est vraiment agréable de pouvoir mélanger le management, qui est vraiment quelque chose que j'aime, et j'ai fait mes études dans le management, donc ça rejoint un peu ce que j'ai fait, et donner des cours de squash, chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, j'ai vraiment du bon temps ici aux États-Unis. C'est très dur parce qu'il n'y a pas de journée de repos, il faut les demander, ou sinon c'est vraiment quand la saison est creuse, en gros d'avril à septembre, où on peut se permettre d'avoir des journées de repos, on va dire tous les 15 jours. Mais pendant la saison, octobre à mars, des fois pendant plus d'1 mois, il n'y a pas de jour de repos et c'est pas simple à gérer. Mais voilà, c'est une expérience et j'espère vraiment continuer pendant quelques années encore pour vraiment profiter à fond du squash aux États-Unis, qui est quelque chose vraiment de très intéressant. Donc voilà, j'essaierai de vous tenir un peu au courant de ma vie ici, de donner des nouvelles de temps en temps, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, merci. Avec ses 12 terrains de squash et ses 3 piscines, le superbe 7 Club d'Aix-en-Provence vous propose des stages de squash cet été. Vous serez encadré par Jean-Michel Arcucci, Yves Tastet et Yann Perrin, tous brevets d'état de squash. Au programme, technique individuelle, tactique de jeu, analyse vidéo et match. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur leur site internet 7squash.fr ou dans la rubrique à propos, juste en dessous de cette vidéo. Oui, bonjour. Donc nous allons parler de tactique. La tactique est souvent mélangée avec la stratégie. La tactique, c'est plutôt ici et maintenant, c'est-à-dire dans l'instant, dans l'action. Il faut prendre une décision assez rapidement. Donc si on parle de tactique en squash loisir, l'éducateur va souvent essayer de faire comprendre qu'il y a 2 notions importantes, la sécurité du jeu et après la notion de tactique va pouvoir intervenir. Donc si c'est dangereux, on n'est plus dans la notion de tactique, on est dans la sécurité. La tactique va dépendre du vécu du joueur. On a des joueurs qui arrivent de beaucoup de sports de raquettes et de sports collectifs, où là, la prise d'information, elle est déjà avec un fort vécu, et les joueurs se débrouillent assez facilement. Ils peuvent se détacher un peu de leur moi, comme on dit, c'est-à-dire de leur jeu, de leur technique, pour se détacher un petit peu de ça et d'aller voir un peu où se place leur adversaire. Donc l'éducateur, avec le joueur loisir, il va essayer petit à petit de lui faire comprendre qu'il faut qu'il prenne des informations sur l'autre. Pas sur la technique, mais sur la prise d'informations sur l'autre. Où il est au fond, il est à droite, il est à gauche. Avec les jeunes, on travaille beaucoup comme ça. Donc voilà pour la tactique. Après, il y a les notions de base qu'on connaît tous, largeur, longueur, être ôté, mais c'est surtout lié à où est l'adversaire. Je joue où il n'est pas. Donc c'est la première tactique de base à enseigner à tout le monde. Et ça permet d'avoir un jeu assez clair rapidement et de beaucoup bouger l'adversaire. Ça va le fatiguer et forcément à long terme, on va peut-être gagner la partie. Bonjour, dans la continuité des thèmes que nous avons abordés dans la prépa physique, nous allons travailler aujourd'hui sur l'étirement du mollet.
Donc le mollet est deux gros faisceaux qui s'insèrent à l'arrière de la jambe, au niveau inférieur. Il permet de se repousser du sol lorsque l'on est en fente avant, à l'avant du cours surtout. Et il permet aussi à se mettre en position d'allègement au T. Plus les personnes et les joueurs comme les Égyptiens sont en demi-pointe, ils se trouvent être beaucoup plus offensifs que les gens sur les talons, et ce qui permet un gros dynamisme et une grosse frappe très très offensive. Nous avons deux façons de travailler sur le mollet en étirement. La première que nous allons montrer, c'est un étirement dynamique qui permet de parer à toutes les blessures. Dans cet étirement, nous nous mettons face à un mur. En fente avant, on tire la jambe complètement à l'arrière. Ok, vas-y, tu peux le faire également. Et on essaye de trouver le point de limite dans la fente avant, continue à tirer le pied, jusqu'à ce que le talon déborde un tout petit peu. D'accord ? Une fois que le talon est un tout petit peu levé, on oppose tout doucement le fessier vers l'avant, voilà. Et naturellement, en fait, la pointe de pied, le talon tend à se relever et du coup étire le mollet. En mettant une rotation externe ou interne, on travaille les différents faisceaux d'étirement du mollet. On garde toujours un bon prolongement dans la colonne vertébrale et on essaie de garder un alignement genou-cheville. Le deuxième étirement passif consiste à se placer face à un mur. D'accord ? Donc là, on plie la jambe de terre qui va nous servir d'appui. On tend la jambe qui va être étirée. On relève tout doucement le talon le plus possible vers le mur. Vas-y, essaie de mettre le talon le plus possible vers le mur. Voilà, tout doucement. Et ensuite, en mettant une pression comme si on voulait retendre le genou, on vient étirer tout doucement le mollet puisqu'on oppose le point d'insertion qui est le talon à la jambe tendue et effectivement, et là, on étire le mollet. On expire, on maintient pendant 45 secondes l'étirement passif. Okay. Et on peut toujours jouer sur rotation interne, rotation externe pour travailler tous les faisceaux musculaires. Une dernière posture pour étirer de manière dynamique les mollets. Donc cette manière dynamique d'étirer les mollets sert plutôt à l'avant du match, au départ avant le match. Donc on se met toujours face à un mur, les talons assez loin et on essaie de garder le genou et le bassin enfoncés vers l'avant du mur. Voilà, enfonce encore ton bassin. Et tout doucement en dynamique, on repousse du sol demi-pointe. Allez, et on pousse, on pousse. Si on sent que ça ne travaille pas sur les mollets assez, on éloigne les pieds du mur. Voilà. C'est un peu la sensation de je repousse le mur. Et on descend bien ici, cercle de mon place. Voilà. Et je garde l'alignement de la colonne. Voilà. Et dynamique, très dynamique. Voilà. Je pousse et je pousse et je pousse. Et je garde bien les talons dans l'axe surtout. L'étirement des mollets est un bon moyen d'éviter également la sensation de jambes lourdes et permet de bien récupérer aussi après un match puisqu'elle active la pompe veineuse, le fait de faire des flexions comme on a fait en dynamique. Donc plus le tournoi va avancer, plus vous pourrez faire ces étirements dynamiques du mollet qui permet vraiment d'activer la pompe veineuse et du coup de mieux récupérer et de mieux réagir dans la fin du tournoi. Premièrement, les observables. Rémi Achour réalise une frappe d'attaque à l'avant droit du court. Palmer réussit à la récupérer mais sa balle est haute et il se trouve sur la trajectoire directe d'Achour. Deuxièmement, les questions à se poser. Y a-t-il une interférence? Oui. Achour pouvait-il jouer sa balle? Oui. Palmer a-t-il laissé un accès direct à la balle? Effectivement, non. Donc la dernière question, Achour pouvait-il jouer un coup gagnant? Oui. Donc la décision doit être un stroke. Conclusion. Si un joueur ne libère pas l'accès à la balle alors que son adversaire pouvait jouer cette balle, alors il doit être sanctionné par un stroke. Laura Gamblin, 14 ans. Je suis née à Senlis dans l'Oise et j'habite à La Réunion depuis que j'ai 2 ans. Je suis numéro 1 française dans ma catégorie en moins de 15. Numéro 3 européenne moins de 15.
J'ai commencé le squash à 8 ans à l'ASCTR au club de La Réunion à Saint-Pierre. Donc ça a commencé, mon frère jouait déjà un petit peu mais juste en loisir parce qu'il avait des amis qui jouaient. Et j'y suis allée pour l'accompagner et ça m'a plu. Donc j'ai pris des cours au début et je faisais plein d'autres sports, de la gym, du tennis de table et même des majorettes. Et du coup j'en ai éliminé au fur et à mesure parce que je voulais me concentrer que sur un seul sport et je faisais squash parce que c'est celui que je préférais de loin. J'aime le squash parce que il y a l'aspect tactique où il faut toujours savoir ce qu'on va faire avant de jouer. Il y a une idée à se mettre en tête avant chaque jeu et c'est très compliqué de la tenir. Ensuite l'aspect physique où il y a toujours le dépassement de soi, se donner à fond, se défoncer. Donc à chaque point il faut avoir l'envie de gagner, la rage. Et l'aspect technique qui est très compliqué au début parce que quand on commence, on peut jouer n'importe comment et on s'amuse et tout, mais à partir du moment où on veut devenir pro, il faut se donner à fond pour progresser techniquement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours progresser. Et après, on atteint un niveau de jeu qu'on espérait. Mon meilleur souvenir, c'est mon premier titre de championne de France à Rennes avec mon père qui était venu de La Réunion exprès pour venir me voir. Et quand j'ai gagné, il s'est mis à pleurer, il m'a pris dans ses bras et du coup j'ai pleuré aussi et c'était vraiment un bon souvenir émouvant et je regarde que vraiment ça m'a marqué. Et, j'aimerais intégrer déjà le Pôle France, ensuite être championne de France chaque année, être en équipe de France chaque année et gagner plein de tournois européens. Pouvoir faire un quart au British, ça serait bien, en fonction de mon tableau, voire mieux. Et ensuite, évidemment, le circuit pro plus tard, WSA, d'y participer. Et si possible, un petit top 10 mondial, ça serait pas mal. It comes in handy when there's a good opening shot and all you have to do is just have a good racket position, get a good wind up and really keep your racket face up and open and go into the shot. So you have to make sure the ball bounces up so you can actually go on top of the shot and then just make sure you have a good line and follow through to where the ball is going to finish off. Bonjour, c'est Laura Gamblin, bienvenue dans Squash Web Magazine. Oh, c'est raté.